Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, dans son job, on parle des entreprises impactantes. Qu'est-ce que c'est exactement une entreprise impactante? On en parle avec Sylvie Borias, elle est vice-présidente entreprise et progrès. Ils ont remis un guide justement sur ces entreprises impactantes. Elle est aussi directrice de la communication du groupe Bell, elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent pour l'emploi et l'emploi des jeunes. Chaque semaine, avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Et nous accueillerons l'agence BBC, une agence qui s'engage. Sa gérante sera avec nous, Pauline Bécher. Puis dans le cercle RH, nous ferons un état des lieux de la situation et de la santé mentale des salariés. On parlera du burn-out, une situation qui s'aggrave dans les entreprises. Quelle est la cause? Comment y faire face? On y répondra dans quelques instants dans le cercle RH avec nos invités qui sont des experts. Et on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. Recruter des ministres pour former un gouvernement, est-ce que c'est un peu recruter une équipe comme dans une entreprise? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même alchimie? On en parlera à la fin de l'émission avec Thierry Bismuth, spécialiste du recrutement à la tête d'Odyssée RH. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on va parler aujourd'hui d'un concept qui d'ailleurs n'est pas un concept, on va le découvrir dans quelques instants, des entreprises impactantes. Sylvie Borias, merci d'être avec nous. Alors, vice-présidente d'entreprise et progrès, vous nous le direz, mais vous avez mené quand même depuis presque un an pendant le Covid des sessions en visio sur des thématiques, vous avez creusé un certain nombre de sujets et puis vous êtes responsable communication et RSE, c'est très important, du groupe Bell avec ce livre, ce livret, parce que vous l'avez baptisé le livret, l'impact en acte de l'intention à l'action, avec 10 axes structurants qui structurent cette pensée et qui, on va en parler d'ailleurs, qui fait basculer l'entreprise. C'est ce que dit d'ailleurs un de vos responsables chez Bell, puisque vous avez un nombre d'intervenants assez impressionnant, Schneider, Orange, Bell et quelques autres. Et chez vous, celui qui s'exprime au nom de Bell dit, attendez, Milton Friedman, il avait expliqué que globalement une entreprise c'était pour faire maximiser le profit. Il dit, non, aujourd'hui c'est pas ça une entreprise. Est-ce que c'est un peu ça qui guide vos pas aujourd'hui au sein d'Entreprise et Progrès? Est-ce que c'est un peu ça la philosophie pour y voir clair? Alors, tout à fait. D'abord, merci de votre invitation pour partager effectivement sur ce sujet d'importance et qui nous tient à cœur chez Entreprise et Progrès. Alors, pour bien comprendre le sujet, peut-être revenir à ce qu'est Entreprise et Progrès et ses origines. Donc, nous sommes un think tank qui réunit aujourd'hui plus de 100 entreprises de toute taille. Et notre origine trouve ses racines il y a plus de 50 ans déjà, avec notamment un de nos pères fondateurs, Antoine Riboud, groupe Danone, qui avait prononcé ce fameux discours de Marseille en 1972, vision déjà pionnière à l'époque, qui disait finalement une entreprise se doit d'avoir un double projet, certes économique, mais aussi social. Et c'est vraiment dans la continuité de cette vision que a continué à se développer Entreprise et Progrès pour continuer à réunir les leaders qui veulent s'engager au service du bien commun et qui, effectivement, comme vous le disiez, veulent dépasser cette vision de Friedman qui maintenant date un peu et poser le fait, une conviction très forte, qui est qu'une entreprise, elle peut et elle doit être aussi profitable que responsable. Là où, il y a encore peut-être 15-20 ans, finalement, les analystes financiers nous disaient les entreprises les plus profitables ne sont pas forcément les plus responsables et réciproquement. Et on s'en fichait un peu? Et on s'en fichait un peu, en tout cas certaines d'entre elles et la majorité d'entre elles. Là, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. D'abord parce qu'on a des études qui nous démontrent que, au contraire, il y a une corrélation très forte entre responsabilité et impact positif sur la société d'une part d'une entreprise et de l'autre sur sa profitabilité. Il y a plusieurs thèmes, on ne va pas tous les citer, mais il y a quand même 3 axes forts, du moins vers le mieux. Ça pose aussi une question qui va finalement à l'encontre même de ce qu'a pu être une entreprise. Produire plus, créer plus de richesse. On en revient à Friedman, même si tout ça a vieilli, mais cette idée de produire pour créer de la richesse, du capier, là aujourd'hui, vous dites moins vers le mieux. Ça veut dire quoi exactement ? Alors,
En fait, ça veut dire que, bien sûr, qu'une entreprise se doit de se poser la question de son impact sur l'environnement, sur la société. Et le moins, c'est déjà évidemment réduire ses externalités négatives. Mais maintenant, face aux attentes de la société, des consommateurs acteurs, des citoyens... Des parties prenantes des gouvernementaux parties et politiques. prenantes, évidemment, du politique Bah oui. qui va accélérer la contrainte réglementaire. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne suffit pas ou plus. Et on va même jusqu'à dire que c'est une question de pérennité et qu'il y a aussi de la compétitivité à aller chercher pour les entreprises les plus pionnières qui n'attendront pas justement ces réglementations qui vont nous arriver de l'Europe, sur lesquelles la France est d'ailleurs... C'est imminent, hein. Tout à fait. Il y a beaucoup de directives en cours, notamment dans le cadre du Green Deal, dans le cadre des nouveaux reporting financiers et extra-financiers, la taxonomie verte, etc. Donc nous, on dit anticipez, n'attendez pas que les réglementations que ça vous tombe sur la tête. Tombent. Et posez-vous la question de finalement quel est le rôle que peut et doit jouer votre entreprise pour une contribution positive à la société, à la planète et aux vivants. Et là, on retrouve le concept de raison d'être tel qu'il a été défini par la loi Pacte, qui pour nous est vraiment le point de départ de ces réflexions sur l'impact positif. Oui, qui est la structure, qui est la colonne vertébrale, je dirais, éthique, au-delà justement des simples enjeux financiers et des résultats financiers. Exactement. Il y a un élément du contributeur, d'ailleurs, c'est le contributeur de chez Bell. Parmi tous les contributeurs que j'évoquais, c'est vraiment très intéressant de voir finalement les regards différents que portent, avec évidemment la même stratégie, mais des regards différents en fonction des entreprises. Chez vous, le représentant Bell explique que la planète peut se transformer grâce aux nouveaux investissements. C'est-à-dire que les investisseurs flécheront, élimineront finalement les mauvais élèves et diront, bah non, vous, je ne peux pas vous financer, mais vous, en revanche, vous répondez au cahier des charges et je vais le faire. Est-ce que c'est une réalité, ça ? Est-ce que la finance peut transformer et sauver le monde ? Ça, c'est nouveau à entendre, quand même. Hein. C'est nouveau, mais le mouvement est là et on l'a vraiment constaté quand on a interrogé les dirigeants. On a aussi interrogé des patrons de fonds. Et en fait, si on réfléchit, finalement, c'est assez logique, puisque la finance, qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche à garantir la pérennité de son investissement. Et aujourd'hui, évidemment, par rapport aux bouleversements sociaux, sociétaux et à la crise environnementale et climatique, qu'est-ce qui va donner la pérennité d'une entreprise ? Ce sera sa capacité à se projeter dans le temps long, à traiter ces sujets d'impact, encore une fois. Et vous citiez, je vous en remercie, Frédéric Médard, qui est chez Bell, notre Chief Impact Officer, puisqu'en fait, chez Bell, nous n'avons plus de DAF. Nous avons fait le choix, il y a déjà plus de 2 ans, de réunir au sein d'une même direction les DAF et la direction de la RSE pour un pilotage intégré d'une performance qui accorde autant d'importance aux critères financiers et extra-financiers. Vous avez vu, Elisabeth Borne, elle va s'appuyer sur 2 ministres, femmes en l'occurrence, Madame de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher, qui va travailler un petit peu dans l'esprit où on regroupe finalement les initiatives et on ne les sépare pas. Vous évoquez aussi, c'est très intéressant parce que cette question du sens, elle impacte vos recrutements, ça c'est une question évidemment pour les RH, et puis elle impacte l'engagement des collaborateurs, et vous dites transformer vos collaborateurs, vous vous adressez à votre réseau, puis à tous ceux qui n'y sont pas d'ailleurs, en activistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez Entreprise et Progrès, nous le constatons tous les jours, et je suis sûre que chez Smart Job, vous en avez déjà parlé, il y a vraiment cette quête de sens. Des nouvelles générations, mais pas que. Juste pour citer un chiffre, déjà avant même le Covid, nos fameux millennials étaient plus de 75% à déclarer que finalement pour eux, les engagements sociaux et environnementaux d'une entreprise étaient plus importants que les salaires. Donc, à l'heure où on commence à avoir sur certains métiers qualifiés une tension sur les recrutements et on commence à rentrer dans une guerre des talents, c'est aussi un atout
pour une entreprise que de pouvoir afficher vraiment et mesurer concrètement ces engagements sociaux et environnementaux et en faire des facteurs d'attractivité. Parenthèse conjoncturelle, mais qui risque de durer. J'ai peur quand même que les salaires remontent avec le débat sur le pouvoir d'achat, avec des collaborateurs qui, certes, mettent le sens très haut, mais je pense qu'à un moment donné, votre groupe, en tout cas, va être confronté à cette question aussi. Alors, ça, c'est une question, c'est une question RSE aussi. Au-delà de l'impact. Après, la question de la juste rémunération, évidemment. En tout cas, nous, ce qu'on dit aux entreprises, à nos membres et au-delà, c'est que penser l'impact, c'est aussi organiser ce qu'on appelle un mouvement impactiviste. Et ça, donc, c'est une création, c'est pas dans le DICO, ça. Alors, pas encore. Vous l'avez pas mis dans le DICO, ça viendra peut-être, ce serait impactiviste. Une belle reconnaissance. Activiste au service de l'impact, évidemment, et ça commence encore une fois par les collaborateurs. Nous, chez Bell, on a défini notre mission déjà il y a longtemps, qui est de s'engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Et quand on fait des études d'engagement en interne, sur l'ensemble de nos 12 000 collaborateurs dans le monde, on voit que c'est un facteur d'engagement énorme. Et les collaborateurs... Et qu'ils y croient, c'est important, parce que c'est fondamental, ça. Alors, ils y croient, parce que... non, mais ils sont engagés dans cette démarche. Tout à fait, parce qu'il se trouve qu'ils voient que dans leur job de tous les jours, essentiel. On met en œuvre justement ce double projet et qu'on a certes défini des engagements, mais surtout qu'on les orchestre et on les met en œuvre. Donc, vous avez raison. Entre mots et réalité, il y a... Et c'est bien tout l'enjeu aussi, là où on essaye de guider les dirigeants dans ce guide. Encore une fois, c'est passer de l'intention à l'action. Évidemment, au cœur de tout ça, il y a la sincérité et la mesure de ce qui se passe concrètement en termes de plan de progrès. Avant de nous quitter, Sylvie Borias, à qui vous le destinez parce que là, je le redis, le gouvernement vient d'être nommé, on parle déjà des premiers projets de loi pouvoir d'achat et déjà en septembre, des réflexions sur les transitions. Enfin, j'imagine que vous allez l'envoyer à Elisabeth Borne, j'imagine. On se fait plaisir de lui adresser. Alors, il s'adresse avant tout aux dirigeants, puisqu'encore une fois, nous, on accompagne les dirigeants vers ce progrès plus juste et plus durable. Mais bien sûr, comme un certain nombre d'autres travaux qu'on a pu mener chez Entreprises et Progrès, on sera évidemment ravis de le partager aussi avec les politiques, puisque l'avantage, c'est qu'encore une fois, c'est vraiment ancré sur l'expérience des entreprises et des dirigeants. Et j'ajoute qu'il est téléchargeable gratuitement sur notre site entreprisesetprogrès.com. Et donc, moins de pollution, évidemment, avec le papier. On peut le consulter sur sa tablette. Tout à fait. Vers une entreprise à impact, avec un apostrophe, comme on l'a vu. Merci, Sylvie Borias, vice-présidente d'Entreprises et Progrès, avec beaucoup de contributeurs, qui sont d'ailleurs pas tous des membres d'Entreprises et Progrès, il faut le préciser, avec des députés européens écologistes. Enfin, la parole est très, très large. Et puis, vous êtes la responsable, la directrice communication RSE corporate au sein du groupe Bell. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à très bientôt. La suite de nos programmes, ce sont les entreprises qui s'engagent pour l'emploi, pour les jeunes, évidemment, avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Et on accueille une agence de communication qui s'engage, vous allez le voir, pour l'emploi. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Aujourd'hui, on accueille une entreprise, PBC, l'agence, une entreprise qui s'engage. Et je vous présente sa gérante et sa fondatrice, Pauline Bécher. Gérante, alors, vous avez 30 ans, je peux dire votre âge. Oui, bien sûr. Et vous avez créé cette entreprise à 24 ans. C'est ça, exactement. Et vous savez que vous êtes sur la chaîne Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Est-ce que, avant de parler de votre entreprise, de la structure, est-ce qu'il faut avoir de l'audace à 24 ans pour monter sa boîte, comme vous l'avez fait? Oui, je pense carrément, il faut oser, il faut casser les codes, il faut oser sortir du terrain classique, du CDI après l'école, d'avoir un embauche dans une grande boîte pour faire ses preuves. Moi, je pense que l'expérience, oser y aller, ça m'a permis de réussir et d'en arriver là aujourd'hui. Il y a un petit moment de vertige, parce qu'auparavant, vous étiez free, parce que comme on sort de l'école, on est free, on a un ou deux clients, puis vous vous êtes dit, mais après tout, au lieu d'être en mono-client avec le même, autant que je propose mon service. Mais là, on change de paradigme, il faut embaucher, il faut recruter. Enfin,
Ça, c'est des choses, comme dans une grosse boîte, ça se fait avec un service RH, mais c'est vous qui avez recruté vos premiers collaborateurs. Exactement, j'ai fait ça toute seule. J'ai plongé, on va dire, dans l'océan. C'est vrai que c'est une expérience qui Dans votre cas, c'est plutôt la Méditerranée, parce que vous êtes basé près d'Aix-en-Provence. Oui, la mer, Je m'autorise. effectivement. Mais c'est un autre boulot que j'avais pas du tout prévu quand je me suis mis en freelance et quand j'ai dit, OK, je vais faire ça pour d'autres boîtes. Et là, face au recrutement, face à la gestion du personnel, à apporter de la justesse, à apporter des besoins, répondre à des besoins, c'est vrai que c'est compliqué, mais si on se fait accompagner, comme je pourrais expliquer peut-être tout à l'heure, ça fonctionne. J'imagine qu'on se souvient de son premier recrutement. C'est la première fois où vous avez quelqu'un, vous dites, ça y est, c'est peut-être la première personne que j'embauche. Ça fait quoi ? C'est un pas vers l'entrepreneuriat véritable. On va dire, on passe de toute seule à vraiment être accompagnée. Ça change tout complètement. Et on la peur de se tromper, la peur de faire une erreur, j'imagine. Des peurs, des interrogations. Et est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce que je ferais pas mieux de rester toute seule? Mais j'ai aucun regret parce que sans les employés, aujourd'hui, PBC l'agence ne serait pas là. PBC l'agence, c'est 24 salariés avec 3 potentialités de recrutement parce que la communication, ça n'a pas été si simple pendant le Covid. Les entreprises ont un peu levé. Juste d'un mot, parce que je sais que ça vous tient très à cœur, l'accompagnement, ça a été quoi pour vous l'accompagnement? Parce qu'un chef d'entreprise, que ce soit une entreprise du CAC ou une petite entreprise, ils sont souvent seuls, femmes et hommes. Vous avez été accompagné? Depuis le début, je me fais accompagner par des coachs en finance, même en développement personnel, par des coachs aussi, aujourd'hui par une DRH qui est comme notre DRH, qui est presque internalisée, même si elle est à son compte. En mentoring ou là, c'est pas du mentoring, c'est une DRH? Là, elle nous accompagne c'est vraiment. La presta. Oui, c'est de la presta, mais elle nous fait aussi du mentoring parce qu'avant de faire, elle nous apprend pour qu'on puisse vraiment connaître les sujets. C'est la clé, je pense, de la réussite pour un employeur, c'est de oser se remettre en question, oser travailler avec des coachs et des experts qui vont nous mettre sur le bon chemin parce que tout seul, c'est impossible. Donc, vous avez été aiguillé avec une forme de modestie parce que l'air de rien, il faut être aussi très ouvert à ça. Parfois, on a des certitudes quand on est chef d'entreprise, on pense tout savoir. Vous vous dites non. Moi, je suis là aussi pour me connecter à d'autres qui vont me guider, en fait. J'en ai des certitudes, mais Ou des intuitions, Des intuitions, effectivement, mais avec ces coachs, ils me remettent en question, ils me poussent, ils me permettent d'ouvrir des portes ou même des chemins où je n'oserais pas aller. Et finalement, ils me disent là, il faut aller là, ils me guident tout en suivant mes intuitions et aussi mes valeurs, parce que ça, c'est quelque chose d'ultra important. Alors, vos valeurs, c'est intéressant, parlons-en, parce que 24 salariés, 3 recrutements, je ne sais pas si vous les faites par le biais de la plateforme Un Jeune, une solution. Je pense que oui, parce que je pense que c'est un outil qui correspond finalement à votre esprit, à votre modernisme. Vos engagements, c'est quoi? C'est le bien-être? C'est la qualité de travail? Comment vous le définissez? La valeur numéro 1, c'est le bien-être au travail. Je veux vraiment que tout le monde, toutes les personnes qui travaillent avec nous, que ce soit fournisseurs, employés, clients, on ait le smile et qu'on arrive à trouver de la justesse dans notre collaboration. C'est important pour moi de venir au travail avec de l'envie, avec de la passion, même si c'est pas tout le temps. Parfois, on va moins bien, mais c'est normal. Et c'est de parler, de communiquer. Donc, à travers ce côté bien-être, il y a la communication entre nous, communiquer, faire évoluer, travailler ensemble. Et pour moi, c'est du travail collaboratif. Mais ça, excusez-moi, c'est vachement intéressant parce qu'on parle beaucoup de la qualité de vie au travail. Ça, c'est lié à votre caractère ou c'est parce que vous pensez que pour l'amélioration, la performance de l'entreprise PBC l'agence, il faut faire comme ça, vous voyez? Parce que parfois, il y a un peu pour les deux. Vraiment pour les deux. Pourquoi? Parce que depuis petite, j'ai une maman qui m'élève dans le bien-être, on va dire dans le développement personnel, qui m'a emmené voir des auteurs de livres, qui m'a fait lire des livres. Déjà connecté dans votre adolescence et enfance. Exactement. On accompagne d'ailleurs des auteurs de livres qui sont dans le développement personnel, qui nous permettent aussi de parler de ça. Mais aussi, je suis sûre que si les personnes viennent au travail avec de l'envie, de la passion, forcément, l'agence sera plus performante. Et du coup, on pourra plus leur proposer plus d'avantages, des salaires plus élevés, etc. J'ai une question assez traditionnelle parce que vous êtes en phase d'embauche, là. C'est plus simple là, pour les 3 suivants que la première, j'imagine. Là, vous savez dans quel secteur vous recrutez. C'est quoi les embauches? J'ai vu qu'il y avait 4 pôles stratégiques. Enfin, il y a 9 pôles que vous avez qui structurent la boîte. C'est quoi les secteurs là où vous recrutez? Là, on recrute dans le community management, donc social media manager et community manager senior. On les trouve, ceux-là, les fameux moutons à 5 pattes, dans une région qui n'est pas Paris, pour le dire simplement, ou Lyon.
Alors, on a beaucoup de CV, mais des personnes qualifiées et qui finalement correspondent exactement aux besoins de l'agence actuelle. Pas forcément. Donc, on casse un peu aussi les codes du recrutement. On ouvre les portes aussi à de la reconversion, à des personnes qui ne sont pas forcément que sorties d'école, mais aussi voilà, des personnes qui ont déjà de l'expérience de la communication. Sportive, j'ai vu, une ancienne sportive. Oui, on a Pauline, d'ailleurs, comme moi, qui était, par exemple, une ancienne sportive, handballeuse professionnelle, qui a décidé de se reconvertir et qui a fait une formation de community manager et qui est aujourd'hui une des chefs de projet les plus importantes de l'agence, qui va sûrement monter même consultante de communication parce qu'elle se forme, elle passe des certifications que l'agence lui propose, lui finance. Et l'idée, c'est vraiment qu'elle aille plus loin dans sa démarche. Ouais, et puis les sportifs de haut niveau, puisque je pense que c'est une sportive de haut niveau, je ne sais pas où elle a joué, mais à Nice. À Nice, ouais, qui est un club effectivement de haut niveau, c'est quand même des gens qui ont une structure, qui ont un engagement. Il y a de ça chez les sportifs de haut niveau. Oui, et puis on voit aussi qu'elle a le côté management. Elle manage son équipe vraiment. Elle sait comment jouer, comment. Voilà, on voit qu'elle a une expérience de vie qu'elle peut transposer à l'agence et ce qui lui permet du coup d'aller plus vite. Il y a plein de vie dans votre vie parce que vous êtes fondatrice du restaurant Coworking chez Louis. Ça aussi, tout ça vient s'imbriquer aussi dans le cadre de vie, dans le bien-être. C'est ça, totalement. Ce sont nos bureaux. Ça, c'est ça. Tout s'imbrique. Tout s'imbrique. Et puis vous dites, après tout, pour être bien, il faut aussi qu'on ait un espace de restauration. Précisons que la ville où vous êtes, c'est Lançon-Provence. Oui. Que par ailleurs, si mes informations sont bonnes, vous êtes conseillère municipale. Aussi. À l'action sociale. À l'action sociale et membre du comité de mission de la marque Terre-Doc. C'est ça. On est d'accord. Dans 10 ans, vous voyez où, Pauline? Vous avez 30 ans, vous avez créé votre entreprise il y a presque 8 ans, 6 ans même. Dans 10 ans, c'est quoi? Vous êtes passé à autre chose? Non, j'espère qu'on sera c'est quoi votre objectif? Salariés. Qu'on soit l'agence numéro 1 du territoire de la région Sud et pourquoi pas même au national. J'aimerais vraiment créer une agence qui... Aujourd'hui, on a des vrais process, on a les pôles, on a construit quelque chose de très carré. Oui, c'est carré, ouais. Voilà, on ne fournit pas juste du service à droite à gauche, on essaye de faire évoluer nos clients, que l'équipe évolue, que chacun vive une histoire et qu'on fasse avancer le bateau ensemble. Donc j'espère qu'on sera encore plus nombreux, que de mois en mois, on embauche des jeunes, des personnes en reconversion. On ouvre les portes à de nouveaux métiers aussi. Dernièrement, on a créé le pôle artistique avec les photographes, les caméramans. Auparavant, on sous-traitait. Aujourd'hui, on a souhaité les intégrer justement pour faire vivre une histoire des employés qui puissent profiter avec nous de tout ce qu'on crée et de co-créer ensemble l'aventure de l'agence. On croise beaucoup de chefs d'entreprise et de femmes et d'hommes qui ont créé leur entreprise. Quand vous parlez, on a l'impression que vous êtes à la bonne place, que vous avez fait le bon choix. Il y a une forme comme ça d'épanouissement. Oui. Je m'épanouis. Après, c'est pas facile tous les jours. Vraiment, je dors pas beaucoup. Mais j'ai une chouette équipe avec des personnes très, très engagées qui ont de l'ambition, qui ont envie. J'ai des partenaires aussi formidables et des clients formidables, comme par exemple Terre-Doc, que j'ai rejoint au comité de mission, qui ont des valeurs, qui ont de l'engagement pour la terre, pour l'environnement, où on crée vraiment des choses avec des valeurs profondes. Et donc, c'est vrai que je m'épanouis parce que je rencontre beaucoup, beaucoup de personnes. Et l'humain, c'est la clé, je pense, de la vie. Et Lançon-Provence, pour ceux qui ont envie de quitter Paris, par exemple, c'est pas très loin d'Aix-en-Provence. On est à côté, on est à 20 minutes. À 20 minutes. Je veux dire, en trottinette électrique, c'est quoi, 25 minutes? Un peu plus quand même. Un peu plus. Ça monte un peu. Avec une voiture électrique. Voilà, avec une voiture non polluante, on peut rejoindre l'agence qui se trouve donc à Lançon-Provence. Merci Pauline d'avoir fait le déplacement, c'est un vrai plaisir parce que vous allez repartir, je pense, dans le sud. Oui, ce soir. Ce soir, donc vous avez fait un petit aller-retour pour nous rendre visite. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Pauline Béchet, gérante PBC l'agence, 24 collaborateurs, 3 en recrutement et bientôt 150 avant 10 ans. J'espère. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. On parle d'un sujet un peu compliqué qui vient exactement à l'encontre des propos que vous avez tenus il y a quelques instants. On parle du burn-out et de la santé mentale des salariés. C'est vrai que la situation s'aggrave. Que se passe-t-il? Quelle est la cause profonde de ces burn-out? Est-ce que c'est la surcharge de travail ou d'autres motifs? Est-ce que le Covid est passé par là? On va faire le point avec des experts, des spécialistes de ce sujet, juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien. On parle d'un sujet sérieux, grave, le burn-out, ces situations de, dit-on, de surcharge de travail qui produisent finalement des effets dévastateurs sur le corps,
un épuisement total et un arrêt de travail. On va en parler dans le détail avec mes invités. Est-ce que c'est un mal plus profond que la surcharge de travail? On va essayer d'en savoir plus. Quelles sont les causes réelles et puis aussi la manière d'y remédier, peut-être même de le prévenir. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. On en parle avec mes invités. 3 expertes du sujet. Noémie Lemaine, merci d'être avec nous. Psychologue du travail, coach, UpChange conseil et coaching. On fera le point avec vous parce que c'est un sujet que vous expertisez depuis un certain nombre d'années. Et puis ce livre, d'ailleurs, qui fait écho et qui peut résonner autour des questions de burn-out. Libérez-vous des réflexes sexistes au travail. Un guide pratique pour s'en débarrasser. Inter-édition. Brigitte Vaudolon, merci d'être avec nous. Directrice générale de Pulso France, mais administratrice de la FRIPS, alors de la FIRSP. La Fédération des intervenants des risques psychosociaux. Je préfère dire directement l'acronyme, c'est plus simple. Et puis dans les travaux récents, parce que vous avez aussi écrit un certain nombre de livres, prévenir justement pour la FIRPS, prévenir le burn-out. Voilà, guide de bonnes pratiques, voilà, qui est sorti justement aux éditions de la FIRPS. Merci d'être là. Vous êtes psychologue clinicienne toutes les deux. D'ailleurs, c'est intéressant aussi d'avoir un regard autour de ce qui se passe dans nos têtes sur ces sujets. Et puis notre troisième invitée, Marina Bourgeois, merci d'être là, fondatrice et dirigeante du cabinet Oser rêver sa carrière. Alors, on en parle beaucoup sur ce plateau, c'est l'idée de renverser la table, de partir sur autre chose, de changer de chemin ou de faire un pas de côté et vous accompagner des personnes, vous ne les appelez pas en burn-out, vous? En épuisement professionnel. Voilà, vous dites épuisement professionnel. On dit épuisement professionnel. Non, je ne veux pas vous poser la question pour être le grincheux anti-mot anglais, mais vous préférez épuisement professionnel que burn-out? Oui. Pourquoi? Moi, je trouve que ça a été très glamourisé, ce terme, dans la presse généraliste comme spécifique. Et quelqu'un qui souffre et qui est en épuisement, c'est pas glamour du tout. Et c'est une vraie souffrance qui peut d'ailleurs des fois mener à des gestes très compliqués. Donc, je n'aime pas cette déformation anglaise. Appelons un chat, une fois encore. Mesdames, la définition, je vous la soumets, c'est celle de l'OMS. Je ne sais pas si vous la partagez, parce qu'il y a un vrai débat même sur la définition, puisque j'ai fait exprès de poser cette question, parce qu'on voit même sur les chiffres qu'on n'a pas les mêmes chiffres, que c'est compliqué. Pour l'OMS, le burn-out se traduit par un épuisement professionnel et plus précisément un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Chiffre un peu ancien de 2015, 480 000 le nombre de personnes concernées par la souffrance psychique. Là, on parlait de souffrance psychique. Et puis, chiffre empreinte humaine, pour commencer à avoir un diagnostic. 34% des salariés ont eu un burn-out, dont 13% en burn-out sévère, soit 2,5 millions de personnes. Est-ce que vous validez ces chiffres? C'est gigantesque. C'est énorme, oui, c'est énorme. Alors pour les valider, c'est-à-dire... Ça, c'est empreinte humaine. Ouais, c'est qu'il faudra avoir des mesures extrêmement précises, mais que ça augmente, oui, que ça augmente de par la crise sanitaire, bien évidemment, puisque le burn-out, moi j'ai une définition dans la tête de 2018 de l'OMS qui dit que c'est le résultat d'un stress chronique dû au travail et d'un stress chronique qui n'a pas été géré. Et ça, c'est la définition de l'OMS 2018. Donc ça cumule. La crise sanitaire est un stress énorme, donc forcément qu'on s'attendait à en avoir et que forcément que ça augmente. Il y a une logique, une mécanique de logique. Même logique, on voit une progression de ces cas de burn-out. Alors, il y a une progression, sans aucun doute. La FIRPS représente 22 cabinets en prévention des risques psychosociaux. On constate tous avec des études, une prévention. Alors, les études, elles sont comme celles que vous citez d'un cabinet ou d'un autre, et on ne sait pas ce qu'on mesure. On ne mesure jamais les mêmes choses. En fait, le burn-out, c'est pour ça qu'il n'y a pas de consensus au niveau européen, il n'y a pas de consensus au niveau international, parce qu'on ne prend pas les mêmes critères. On n'a pas les... Voilà, donc on parle d'un phénomène qui existe bien, qui s'aggrave. Là, on est tous d'accord pour ça, mais pour le chiffrer, vous pouvez dire 34, vous pouvez dire 28, vous pouvez dire 40. Ça dépend de ce que vous prenez comme référence, en fait. Et c'est jamais les mêmes. Juste un mot, l'État, excusez-moi, qu'est-ce que dit la loi? Parce que c'est une question qui me taraude. On a une rubrique Smart et Réglo avec des avocats. Est-ce que le législateur a statué, a fait voter des lois pour définir un peu ce cadre? Ou est-ce que c'était assez flou? Visiblement, ça l'est. Pour le moment, en tous les cas, il n'y a aucun texte de loi, hormis un article qui prévoit la potentielle reconnaissance du burn-out. Potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OMS reconnaît l'existence du burn-out et d'ailleurs l'a relié il n'y a pas très longtemps
à la notion de travail, alors qu'avant la notion était floue. Aujourd'hui, en France, ça n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, d'où aussi la difficulté d'avoir des chiffres solides. Exact. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes épuisé, faire reconnaître votre burn-out, c'est un parcours du combattant. Et beaucoup, du coup, face à ce parcours qui arrive, n'iront pas, parce qu'ils ne sont pas en état. Mais il y a donc problème de reconnaissance, évidemment, de l'institution, pour définir vraiment un cadre. Et puis un problème d'indemnisation, de prise en charge de cette maladie. Parce que parlons un peu argent. Enfin, je veux dire, le parcours du combattant, ça commence chez le médecin qui lui dit mais vous êtes dépressif. Bah non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Et ainsi de suite. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet, d'autant plus que c'est pas une maladie, c'est pas reconnu comme une maladie. Et c'est un syndrome, puisque c'est un ensemble de symptômes un peu flous. Donc on ne sait pas très bien, comme vous disiez tout à l'heure, Brigitte, on ne sait pas très bien le mesurer. Donc oui. Mais on parle dans le vide. Enfin, non, on ne parle pas dans le vide parce qu'il y a des vrais symptômes de vraie souffrance. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, il y en a, ils ne fonctionnent plus. C'est une panne. Ça s'arrête. Ils peuvent plus se lever. On- Parce qu'à force de se brûler toute son énergie, il n'y a plus du tout d'énergie. C'est un épuisement émotionnel, c'est un épuisement cognitif, et c'est un épuisement physique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Des gens qui s'allongent et qui ne peuvent plus rien Et qui faire. ne peuvent plus se lever le matin. Ça, c'est la le voiture burn-out qui- sévère, ça. C'est sévère, ça. Et avant d'arriver au burn-out sévère, enfin, moi j'aime bien Il y a des l'image symptômes. de la pile qui se décharge en fait, parce ça. que on a de l'énergie, on est engagé. Il ne faut pas oublier que le burn-out, ça touche des gens engagés dans leur travail. Hein. C'est pas neutre quand même. Et Donc, qui y la croient, pile qui y croient. Voilà. qui font des champions. efforts, qui ont envie de réussir, De faire bien. qui ont envie de faire bien et qui épuisent leur énergie petit à petit. Donc, avant d'arriver au cas sévère de burn-out dont parle Noémie, il y a tout un processus. Et j'aime bien aussi resituer le burn-out comme un processus parce que ça permet aux gens, individuellement et collectivement en entreprise, ça permet de se donner des repères et D'où de d'où prévenir. De prévenir, Oui, mais oui. J'allais y venir. Parce que faire un burn-out sévère, on en prend pour des mois et des mois. Il ne faut pas dire des années. On a eu un Mais oui, invité Mais oui, qui a eu la carrière brisée et qui a mis Exactement. des années à se relever. Avec Donc, les dommages collatéraux aussi, qu'on peut familiaux, avoir, hein. familiaux. Quand on est chef d'entreprise, par exemple, parce qu'on parle beaucoup des actifs salariés, mais quand on est dirigeant, patron ou un freelance, un indépendant qui fait un burn-out, les conséquences sont terribles. Parce que là, c'est une cascade en chaîne de... Il a moins de remparts de sécurité. Un salarié, terrible. effectivement, la Sécu, Exactement. parfois l'entreprise peut avoir... D'ailleurs, dans les typologies des salariés, vous nous avez fait le portrait robot de celle ou de celui, il y a plus de femmes que d'hommes. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a plus de femmes touchées par les burn-out ? Oui, il y a plus de femmes, c'est clair, il y a plus de femmes parce que c'est un épuisement dû à une surcharge. Et les Et la femmes, charge mentale. voilà, et les femmes encore traditionnellement cumulent un certain nombre de choses, dont la vie professionnelle et la vie familiale qui leur pèse encore pour beaucoup sur les épaules. Et ça a été accentué avec la crise sanitaire parce que pour beaucoup, on s'est rendu compte que qui s'occupait encore beaucoup des enfants, de l'école, de la Des nourriture, devoirs, tout en faisant son job et tard le soir, c'était encore les femmes. Mais je pose une question naïve parce qu'on n'a peut-être pas tous les quatre assez de recul, mais dans les années 50, il n'y avait pas de burn-out. Alors, on n'avait pas, travaillait moins. on n'avait pas mis de nom. on a commencé à en parler dans les Vous avez années pas le droit. 70, du 70. burn-out. Pour Dans les années aidants. 70. Pour les Ouais. aidants, les soignants. C'est un psychiatre américain, Freudenberger, qui a commencé à en parler dans les années 70, et c'était pour des aidants. C'est des gens qui étaient au contact de toxicomanes et qui arrivaient super motivés pour sauver le monde, pour tirer les gens de là, etc. Et qui, en fait, au bout de quelques temps, s'épuisaient et disparaissait en fait. Et c'est lui qui a appelé ça burn-out. Voilà. C'est lui Oui. qui a appelé ça burn-out en Cramé. raison, Ouais. effectivement, comme Brigitte disait, de l'absence d'énergie. Ouais. C'est-à-dire Le qu'il n'y a feu plus est de parti, carburant. quoi. Voilà. C'est-à-dire toute l'énergie était brûlée, il n'y a plus de carburant. Mais juste pour... parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, des RH, qui se sentent concernés par cette question du burn-out. On doit l'imputer à l'entreprise, cette situation. Est-ce que c'est pas plus compliqué que cela ? Je ne sais pas de minimiser la place et le rôle de l'entreprise, mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments, et là il y a des psychologues, qui sont des éléments inhérents à la vie privée, parfois à une rupture, parfois à des enfants difficiles, et qu'on transporte cette fois-ci dans l'entreprise et qui génèrent le burn-out. Enfin, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ah, ça serait une erreur, à mon sens, que de parler des événements privés Oui. qui favorisent le burn-out. Parce que dans le burn-out, je pense qu'il faut être très clair qu'il y a une composante professionnelle. Donc forcément, C'est bien de s'il y a l'entendre. une composante professionnelle, il y a une part de responsabilité de l'entreprise et il y a une part de responsabilité de l'individu, de là où il situe le travail dans sa vie.
C'est ça, on est bien d'accord. Voilà. C'est la distance qu'il va mettre ou pas avec Ouais. son travail. Vous êtes d'accord? L'entreprise, Absolument. elle a une responsabilité. Elle a une responsabilité qui est en tous les cas de mettre des conditions optimum pour ne pas que ça arrive, déjà d'un côté, en amont, et quand ça arrive en aval, de préparer la reprise des salariés qui ont été arrêtés. En moyenne, vous le disiez, c'est très très long, ça peut être entre 3 et 18 mois la moyenne. Donc 18 mois, vous imaginez, c'est énorme. Arrêter, plus accompagnement psychologique, plus Et tous les frais, en effet, tout que ce ça qui peut induit le engendrer. burn-out. Hein. Et l'entreprise, les services RH et les managers doivent, à mon sens, en tous les cas, être formés aussi à ce syndrome et ses conséquences, et à la difficulté de la reprise psychologique et physique, physiologique pour un salarié quand il reprend, parce qu'en règle générale, il a extrêmement peur. Et Quelle angoisse, évidemment. c'est une angoisse terrible. Totale. Ouais. Il a Ça, peur c'est- et puis il peut avoir tendance à reglisser sur sa pente savonneuse. Exactement. Parce que Il va continuer, bien sûr. si ça n'a pas été bien travaillé, c'est une tendance chez certaines personnalités de excusez-moi, se c'est surinvestir. un trait de caractère. Il y a quelque chose comme ça de. Je ne sais pas, vous êtes des psychologues. Est-ce que vous dites qu'il y a un terrain fertile qui est propice à la création des burn-out ou de l'épuisement professionnel? Et puis, est-ce qu'il y a des traits de caractère? Est-ce qu'il y a des typologies? On a vu des femmes très motivées, très. Est-ce qu'il y a un trait Moi, je dirais comme que ça c'est une rencontre entre effectivement une personnalité et un contexte. La personnalité, c'est quoi? Très schématiquement, on va en trouver deux sortes. Les surinvestis, les champions, les passionnés par leur job, et puis ceux qui vont avoir toujours le sentiment d'être un peu en échec et qui vont avoir peur de mal faire et qui compensent en travaillant, ne se sentant jamais à la hauteur. Même si objectivement on leur dit que c'est bien, ils n'entendent pas. Pour eux, c'est jamais assez bien. On voit ce type de personnalité aussi qu'on appelle un peu un syndrome, un schéma d'échec. Hein. C'est-à-dire qu'ils se sentent objectivement toujours en dessous des performances qu'ils devraient atteindre. Donc il y a ces deux Le champion types-là. est celui qui manque de confiance ou celle qui manque de confiance. Oui, très schématiquement. Très schématiquement. Hein, alors en sachant qu'il y a des nuances entre les deux, etc. Bien sûr. Et les Et femmes... que les dieux peuvent s'emboîter d'ailleurs. Et que les deux peuvent s'emboîter, effectivement. Et les femmes peuvent avoir aussi tendance, parce qu'elles peuvent, d'une certaine manière, faire partie de ces catégories-là. C'est-à-dire que le féminin est dévalorisé. Oui. Le féminin classique est dévalorisé au travail. Donc, il y a intérêt à compenser, à faire plus C'est vrai. pour montrer qu'on est capable d'en faire autant. Donc, elles vont avoir cette tendance-là, celles qui sont ambitieuses et Donc qui veulent sur réussir. régime. Exactement. Donc, Et- pour et- devenir des championnes, des Et super on bonnes élèves. s'économise pas. Et pas s'économiser. Et sachant qu'elles sont chargées en plus par une vie familiale qu'elles portent. Moi, j'aime bien Marina. le terme que vous employez de compensation, parce que c'est vrai qu'on voit quand même toujours un phénomène de suradaptation, c'est-à-dire que la personne va être en sur-régime, en surinvestissement, ensuite en tire la surmenage. Dans les entretiens que vous avez, je vous pose la question parce que vous l'avez en face Les de vous. proches sont souvent des lanceurs d'alerte. Les proches, mais mais le manager, encore faut-il entendre ce que disent les proches. Vous pouvez avoir le mari ou l'épouse qui va dire attention, Fais là gaffe. t'es plus irritable, fais gaffe, tu vas dans le mur. Ouais, Mais en règle générale, il y a un déni, il y a un syndrome de il y a un déni. Ouais. Se Toute sortir du déni. puissance, voilà, sortir du déni. Il y a une ivresse de fatigue. Mais c'est vrai. complètement. Mais Dopée par la fatigue. Ouais. Avant à de fait savoir ce qu'on peut faire, parce que vous me dites l'entreprise est responsable, elle doit prendre en charge. Co-responsabilité. C'est une co-responsabilité. Vous avez évoqué l'autre volet qui est le rapport et la distance que l'on met par rapport à son travail. Au-delà de la crise Covid qui a fait qu'on a tous pris conscience de quelque chose, du recul qu'on devait avoir, de l'envie de changer de carrière, la question du burn-out, c'est aussi la distance que l'on doit mettre, la bonne distance que l'on doit avoir avec son travail. Est-ce que lorsqu'on trouve la bonne distance, on dit bon, je me prémunis quand même d'un risque de burn-out? C'est pas si simple, hein. C'est une distance qui ne peut pas être fixe, en fait. Ah oui, ça bouge. Ce que je constate, moi, dans beaucoup d'entreprises, et de plus en plus, c'est cette espèce d'emballement où on est sur des rythmes toujours soutenus. C'est comme si la pause, Ça le s'arrête jamais. repos n'existait pas. On enchaîne un projet après projet et on ne s'arrête jamais. Alors que l'être humain est fait pour avoir des moments d'activité qui peuvent être intenses, c'est OK. On voit bien les sportifs, les champions, ils peuvent avoir des moments très intenses et après ils se reposent, ils se font masser, ils vont au kiné, ils prennent soin d'eux. Obligatoire. Donc, et en entreprise, on n'a pas Il y a pas de ça. massage du cerveau, Il y a cette espèce d'illusion qu'on peut travailler tout le vrai. temps. On reçoit des mails 24 heures sur 24, on peut travailler tout le temps et on peut très peu dormir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans les conseils pratiques que vous donnez, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous proposez au sein de votre organisation, de Alors, la fédération? la FIRPS, effectivement, dans ce petit livret, a réfléchi autour de 3 pistes de prévention. Il y a la prévention primaire qui fait en sorte de ne pas avoir de contexte favorable au burn-out. Donc là, on va être sur les conditions de travail, la charge de travail, le fait, en fait, que ce qu'on demande aux gens soit à leur portée, qu'ils aient les moyens de le faire. D'accord.
Et donc, attendez, excusez-moi, donc la possibilité d'aller voir son RH en disant, parce que vous savez que c'est pas Ou son simple dans manager. l'entreprise ou son manager, parce que quand on est embarqué dans un projet, il y a l'esprit de groupe, il y a l'esprit d'entreprise, il y a l'engagement collectif. Et parfois, on se sent un peu embarrassé d'aller voir son manager et de dire, écoutez, parce que ça veut dire qu'on est faible, ça veut dire qu'on est. Vous voyez, ça renvoie à ça. Enfin, je me tourne vers la psychologue là. Oui, et c'est pour ça que Marina disait tout à l'heure, également former les managers, former les salariés eux-mêmes à détecter des signaux, en fait. Qu'est-ce qui me montre que je suis dans le processus du burn-out ? C'est intéressant parce que ça fait que Reconnaître les signaux faibles. si en fait l'entourage ne suffit pas, il y a le manager, il y a les collègues. Et dans une entreprise, les collègues peuvent aussi remarquer que quelqu'un fait plus d'erreurs, que quelqu'un est moins attentif, qu'il est devenu irritable, que prise de larmes. Voilà, exactement. Comme le disait Noémie, il y a des symptômes qui sont cognitifs. Ouais, il y a donc des choses très concrètes. on a des troubles de mémoire, on oublie des choses, on fait des erreurs de débutants alors qu'on a de On l'expérience. mange plus le midi. Exactement. On commence à se réduire sur On les repas. déserte les lieux de convivialité, C'est ça, la ça. cantine, Voilà. la Je machine à m'isole. café, voilà. Un repli. Un repli. Mais ça, le manager, donc ça veut dire quand même dans la formation des entreprises et dans la chaîne de commandement, ça part du RH, mais c'est finalement les managers, c'est ceux qui sont au plus près des collaborateurs qui doivent sentir cela. Les managers, les collègues. Et le manager, alors c'est bien de pointer le rôle du manager, et il en a un, vous avez raison Arnaud. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le manager est lui-même à risque de Bien burn-out. sûr. C'est Donc exactement ne ce que le j'allais dire, surchargeons à condition pas qu'il trop soit pas non plus. pareil. Voilà. Parce Et que le si le RH aussi d'ailleurs. Parce que si le manager Quel monde de lui-même dingue. en burn-out, finalement, il devient un modèle. Ouais. En fait, et C'est que ça le danger. Si le PDG C'est que est un champion. personnage, un champion qui travaille comme un fou, il peut entraîner aussi les gens Mais dans cette dynamique-là. Marina. On a de nouvelles casquettes qui arrivent en entreprise aujourd'hui, parce qu'il y a de grosses entreprises qui mettent en place ce qu'on appelle des bienveilleurs. Oui, les Des chief aiguilleurs. officers. Non, c'est très différent. Le D'accord. chief, le CHO, lui, il va s'occuper, en gros, je résume, mais de la bonne ambiance, de la bonne cohésion, etc. Le bienveilleur, c'est une personne qui va être prise parmi tous les salariés et qui va être une sorte de référence. Sentinelle, quoi. De sentinelle, c'est exactement C'est ça. ça. Et qui a pour rôle de renifler, justement, et de repérer les salariés à risque et de les Un peu aiguiller. psychologue, un peu. Il sent les choses quand même. Il faut aimer ça. Oui, quand en même. règle générale, ce sont des personnes qui sont plutôt très empathiques. Empathique, quoi. Très Il faut aller empathique. chercher Ouais. les gens. Faire un peu empathique, Absolument. ouais. Oui, bien sûr. Mais Bien sûr. je vous pose ma question parce que ce sujet burn-out, mot que tout le monde ne partage pas d'ailleurs, années 70, on est dans une recrudescence. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'effet Covid? Est-ce que c'est une prise de conscience un peu existentielle sur le sens que je donne à ma vie? C'est-à-dire que je ne veux plus me remettre la tête dans le guidon comme je l'ai fait. Il y a de ça. C'est quoi les... Il y a de tout ça, à mon avis. Déjà, n'oublions pas, on est encore dans cette crise-là. C'est-à-dire que les entreprises sont en train d'en sortir. C'est-à-dire que les entreprises ont du mal, elles ont du mal à recruter, elles ont du mal à faire avancer les projets, les managers sont épuisés, ils ont des démissions dans leur... Ils ne trouvent pas des gens pour les remplacer. Donc, on est peut-être sorti de la crise Covid, mais on n'est pas du tout sorti de la crise du travail parce que eux, ils sont restés un peu en état de guerre, même si il faut cesser les métaphores guerrières parce que notamment au travail, on n'a pas le droit d'avoir le même niveau de perte. La guerre, c'est la guerre, mais pas au travail. Mais ils sont encore dans cette dynamique-là où il faut s'arracher pour sauver la boîte. Mais en fait. les burn-out, c'est quoi? C'est les blessés sur le champ de bataille professionnel? C'est un peu ça la métaphore qu'on file là? C'est ça, c'est un petit peu ça. Ce sont les blessés sur... oui, c'est ça. C'est terrible. Ce sont des blessés, ce sont des effondrés, ce sont souvent des oubliés. C'est ceux qui sont allés au front souvent, ceux qui sont au front justement. Mais et ça, c'est important de le dire. Les oubliés, c'est-à-dire que dans votre typologie, et je pose la question aussi avec tous les acteurs de la FIRSP, les retours qu'on a, les entreprises soutiennent ou pas? Ils ont l'impression qu'ils ont été accompagnés, qu'ils ont été entendus, ou globalement, une fois que la... C'est ça. Sincèrement, nous, très peu dans ce que l'on voit en Le quotidien. problème, c'est que les entreprises beaucoup culpabilisent en fait. Donc on cache la poussière sous le tapis un peu parce qu'il y a un phénomène de culpabilité et de honte. Et c'est ça dont il faut sortir. C'est-à-dire que quand on en a un dans son équipe, il ne faut pas se sentir coupable en tant que manager d'en avoir un. Parce que la culpabilité, c'est une patate chaude. On se refile et qui empêche de résoudre les problèmes. Dans votre réseau, côté FIRSP, c'est pareil? Vous avez le sentiment que l'entreprise se sent un peu en porte-à-faux? Alors, on a estimé entre collègues de la FIRSP qu'il y a environ la moitié des retours au travail qui ne sont pas concluants en fait quand on a fait un burn-out. Donc, c'est très difficile de revenir d'un burn-out. Et ce qu'on constate aussi très souvent, c'est que l'entreprise a tendance à ramener
le burn-out a des problématiques individuelles. Oui, c'est Et pour ça que je posais ma question tout à l'heure. ça- Vous avez divorcé, vous avez eu des problèmes avec votre conjoint. Enfin, Voilà, tout et ça c'est peut aussi arriver. ce qu'on Ça peut fait. arriver C'est aussi. aussi ce qu'on fait quand on cherche à déterminer quelles sont les personnalités qui sont susceptibles de faire ça. Est-ce qu'il y a des gens plus fragiles que d'autres? La typologie, vous voyez, Oui, c'est- et je trouve que c'est vraiment un risque. C'est pas, alors ça à mon isole un peu sens, plus. Ça c'est va pas pas être chaud. prendre les choses du bon côté, parce qu'en fait, quand dans une entreprise vous avez plusieurs personnes qui montrent des signes de fatigue, d'épuisement, des personnes qui doivent partir en arrêt maladie parce qu'elles ne peuvent plus travailler. Et il y a quelque chose à regarder du côté du collectif et de la façon dont on travaille. Donc de On peut pas l'organisation. remettre ça uniquement sur l'individu qui est faible, qui n'a pas assuré, qui a eu des problèmes. Donc vous êtes, Ce serait pas vous n'êtes pas juste. des militantes, mais vous êtes des personnes très engagées sur ces questions. Moi, je vois quand même que le collectif, l'organisation est embarrassée et que l'autre partie prenante, qui est l'État et le gouvernement, ou les gouvernements, prennent peu de position sur le sujet. Pour l'instant, on est dans Ils une sont aussi situation... embarrassés. Tout le monde est embarrassé. Enfin, on en parle. Cher. C'est ça, c'est un coût énorme pour la collectivité. Ah ben c'est énorme. C'est aux dernières élections présidentielles, pas celle-ci, mais celle d'avant. 2017. Ouais, certains groupes, certains partis s'étaient un peu emparés du sujet, mais c'est resté Oui, lettre c'est vrai. morte. Et depuis, absolument rien n'a changé. Mais je voudrais revenir juste un instant sur ce que vous disiez sur l'entreprise, pour vous montrer à quel point c'est tabou. Parce qu'il y a une omerta dans certaines entreprises publiques, privées, peu importe. Il y a une omerta, oui. Il y a une omerta. Et certaines entreprises, quand elles font des webinaires, par exemple, ou des conférences sur le sujet, ne vont pas appeler un chat, donc dire burn-out ou épuisement, mais vont parler de surmenage. Voilà, donc c'est très policé. On en fait. adoucit un peu On adoucit la puissance du mot. violence parce qu'en effet, quand on parle de burn-out, et c'est pour ça que les gens ne parlent pas, parce qu'il y a toujours l'impression qu'on accuse implicitement l'entreprise, et ça ne pousse pas. Mais évidemment. Ou est-ce qu'on qu'il y a- accuse la personne Mais- en raison de sa personnalité. Absolument. C'est pour ça qu'il faut sortir de la culpabilité. Oui. C'est la faute à personne, c'est une recette à un moment donné qui a mal tourné. Exactement. Et Ça, c'est votre boulot, Noémie Ouais. et Brigitte, c'est quand même de dire à la personne qui, elle, est partie, est embarquée dans les espèces de toboggans, De cercles vicieux. de cercles vicieux qui sent qu'elle glisse, de lui expliquer qu'elle aussi, c'est pas de sa faute. Parce que c'est pas de sa faute. l'entreprise se sent coupable, elle se dit peut-être qu'on a manqué quelque chose, probablement, mais celui qui le vit se dit mais c'est de ma faute. Bien sûr. Là aussi, j'ai pas été à l'auteur, enfin vous devez l'entendre. Ah oui, ça. parce qu'ils sont toujours comme ça, de toute façon. C'est Exactement. le problème. Ils sont jamais à la Comment on les hauteur. fait débrancher? Comment on leur permet de... Alors, c'est pas simple, visiblement, de revenir dans l'entreprise, drapés d'une autre... voilà, d'autres habits. Il faut les sevrer à un moment donné, quasiment, parce qu'il y a aussi des C'est les gens- drogués du boulot, en fait. Ah oui. Il y a une addiction un peu, hein, et même en télétravail. Il y en a qui sont. Ça a été travail en open bar hein, pour les addicts. Hein, Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour les surveiller, donc on y va à fond. Donc on a des gens qui ont fait des burn-out en étant chez eux. Vous voyez que l'entreprise peut dire, mais attendez, mais je ne peux pas me l'empêcher de travailler. Il envoyait des mails à minuit. Bah, Nous, on lui a dit de ne pas le faire. On a C'est pour bien ça un que je- mail. C'est vrai qu'on pour parlait ça de que je vous ai dit co-responsabilité. les deux. Ouais. Co-responsabilité. Co-responsabilité. Brigitte l'a dit, Marina l'a dit, on est tous en C'est face important de là-dessus. l'entendre. C'est co-responsabilité. Donc de l'éducation aussi, l'éducation. et des organisations qui doivent quoi? Faire des conférences. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de nous quitter? Oui, Quel oui. conseil vous donnez? Informer, sortir Informer. du déni, informer, mettre des mots sur les choses et surtout déculpabiliser. S'il y a un problème, il y a une solution. Donc on est ensemble à chercher les solutions. Quand vous dites déculpabiliser, c'est côté salarié ou personne, mais au Des côté deux entreprise. côtés, il y a des dysfonctionnements si on arrive là. Mais ça veut dire qu'on va travailler ensemble pour rendre le système plus fonctionnel. Brigitte Vaudolon et Marina, pour terminer peut-être, quels sont les conseils que vous donneriez là pour à la fois les personnes qui nous écoutent et les entreprises? Donner aux personnes la possibilité effectivement de faire le point à un moment donné de là où elles en sont par rapport à leur niveau de stress, là où elles en sont par rapport à leur travail. Ça peut être restaurer des entretiens aussi sur le sujet. Enfin, il y a des solutions parfois très simples. Plus Des d'entretiens, donc. Voilà, des autodiagnostics, des entretiens et une culture du bien-être. Enfin, le fait d'oser aborder le sujet du stress. Sans tabou. Le fait d'oser aborder à quoi mène le stress chronique. Parce que finalement, le burn-out, Noémie l'a dit, c'est un stress chronique qui n'a pas été géré. Donc, reprendre tout simplement des choses Ouais, simples. sans parler des maladies cardiovasculaires, parce que le stress Parce que le résultat du stress, voilà, ça provoque engendre d'autres problèmes de aussi santé. d'autres maladies. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que l'Assemblée nationale n'est pas arrivée.
il est possible qu'une commission se penche sur cette question du burn-out et fasse des recommandations, une loi, des choses plus cadrées peut-être. La reconnaissance de la maladie professionnelle, en tous les cas facilitée. Il ne s'agit pas de l'accorder automatiquement, mais en tous les cas facilitée, parce que là aujourd'hui les conditions sont vraiment drastiques. Et puis c'est la culture aussi de l'exemplarité en entreprise, c'est-à-dire qu'un manager qui va dire à ses troupes, qui va admettre de dire là je suis fatigué, là je peux pas, et ben ça rayonne, ensuite ça redescend sur tout le monde et du coup les salariés vont s'autoriser. C'est très compliqué ce changement de culture, mais moi j'espère qu'il se fera. Parce que c'est aussi comme ça que les choses après se disséminent dans l'entreprise. En tout cas, les chiffres sont alarmants et j'ai quand même le sentiment que le fait qu'on le médiatise donne un effet un peu loupe aussi. Plus on en parle, plus on a des chiffres. Et c'est vrai pour d'autres sujets sur les questions. Plus on va sortir du déni, plus on va avoir des gens qui vont se déclarer. Je pense aux agressions à l'égard des femmes et des violences faites aux femmes. On n'a jamais eu autant de cas déclarés parce que la parole se libère. Voilà, on peut nommer. Et que ce type d'émission y contribue. En tout cas, merci mesdames. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Brigitte Vaudolon, DG de Pulso France, et vous étiez avec la casquette d'administratrice de la Fédération des intervenants des risques psychosociaux, avec ce travail sur la prévention des burn-out, du burn-out. Merci à vous, merci à Marina Bourgeois, fondatrice, dirigeante de votre entreprise Oser rêver sa carrière. Ça va, vous êtes en pleine forme. Tout va bien. Vous êtes épanoui, tout va bien. Tout va bien. Burn-out, avec me comprendre et en sortir, mon journal Béquille, pour aider. Et puis je remercie Noémie Lemaine, psychologue du travail et coach Change Conseil, avec votre livre qui est un peu connexe sur le sexisme au travail, qui est un autre sujet important qui peut d'ailleurs provoquer des burn-out. Merci à vous trois. Merci. On a pris un peu de retard. La fin de notre programme, c'est Fenêtre sur l'emploi. On a composé un premier gouvernement. Est-ce que c'est la même chose quand on compose une équipe dans une entreprise? Est-ce que le Premier ministre fait la même chose dans son recrutement? On en parle tout de suite avec Thierry Bismuth. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec un sujet qui colle à l'actualité porté par Thierry Bismuth. Bonjour Thierry, fondateur du réseau Odyssée RH. Alors vous collez l'actualité parce que on a vu, ça a duré un certain temps, la constitution du gouvernement. Il faut recruter, il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut l'assimiler finalement, vous qui êtes dans le recrutement, à la mise en place, à la création d'une équipe pour moi, dans c'est l'entreprise? une semaine magique. C'est une semaine magique. Moi qui adore coller l'actualité pour en retirer des conseils pour les recruteurs et pour les candidats, je dois avouer que cette semaine, elle arrive très rarement. C'est vrai que constituer un gouvernement et recruter une équipe, il y a des éléments de comparaison et peut-être que pour une fois, le secteur privé peut s'inspirer des bonnes pratiques du gouvernement. On a souvent tendance à penser que le privé fait tout bien et que le public devrait s'en inspirer. J'ai peut-être quelques pistes, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour dire qu'il y a peut-être quelques pistes de bonnes pratiques au sein des gouvernements en général, pas celui-ci en particulier, en matière de recrutement. Est-ce qu'il faut recruter le meilleur? Parce que ça, c'est quand même la question qui est posée à l'entreprise. Ou sécuriser en employant les bons soldats disciplinés? Là, on voit qu'il y a un mi-figue, mi-raisin dans le gouvernement. Oui, voilà, la première réflexion qu'on se pose quand on recrute ou quand on constitue un gouvernement, c'est est-ce que j'ai intérêt à prendre le meilleur de la bande? Et on voit tout de suite l'intérêt, c'est qu'il va faire avancer mon projet, ma société, mon entreprise avec un grand S ou un grand E. Et l'inconvénient, on le voit tout de suite, c'est que me fera-t-il de l'ombre dans 1, 2 ou 5 ans, par exemple, Je ne sais pas à qui vous pensez, mais voilà. Est-ce que je recrute à Neuilly ou Angers, quoi? Ou par ailleurs, est-ce que je prends quelqu'un qui n'est pas forcément incompétent, mais qui sera plus discipliné, plus discret, et qui du coup va me permettre de continuer de briller moi-même? Là, c'est une première question qu'on peut se poser, quelle que soit l'équipe qu'on doit constituer. Et elle est difficile à trancher pour un recruteur, cette question, parce que la réponse est souvent inconsciente. Je connais, moi, aucun recruteur qui me dit « je ne vais pas prendre celui-ci parce qu'il est trop bon et il risque de me faire de l'ombre ». Il ne le pense pas, il ne le dit pas. En fait, ce qu'il se dit plutôt, c'est à travers ce talent chez ce candidat, on va l'appeler candidat, même si parfois c'est autre chose qu'un candidat. Oui, mais c'est des candidats. Voilà, il est brillant, il est parfois difficile à tenir, il est parfois difficile à cadrer, à manager donc. Et donc en fait, le sentiment que ça va donner à son futur manager, qu'il soit élu ou pas, c'est de se dire, est-ce que je vais réussir à cadrer le président de la République ou les conseillers de l'Élysée, pour le dire simple. Et donc la question souvent, c'est comme ça qu'elle est formulée par, est-ce que je vais réussir à le cadrer? Non. En fait, c'est souvent un aveu de la dangerosité inconsciente de ce candidat dans une échéance. Alors, il y a quelque chose dont il faut tenir compte, c'est que si le manager qui recrute a des échéances à moyen ou long terme, ou un plan de carrière, disons-le comme ça, et qu'il joue un poste, inconsciemment, il ne va pas s'entourer de peupliers qui pourraient lui faire de l'ombre. Donc il ne prend pas de risque. Voilà. Il sécurise. Voilà, il va prendre des arbustes et comme ça, il sera l'arbre le plus haut de la forêt. En revanche, lorsqu'il est actionnaire et que donc son intérêt personnel est totalement calé à l'intérêt de l'entreprise, ou lorsqu'il n'a plus d'élections à jouer, il va avoir tendance inconsciemment à peut-être servir de tremplin à des gens qui pourraient prendre sa suite. Alors, il y a un deuxième axe de lecture que je trouve très intéressant dans votre analyse, c'est additionner
ou multiplier. Ça, c'est passionnant. Oui, alors disons-le d'un mot pour que tout le monde comprenne très vite cette formule. 3 et 4 sont des chiffres plus petits que 5 et 6. Pourtant, 3 fois 4, c'est plus grand que 5 plus 6. Et donc, ça jusque-là, j'ai compris. Et voilà, bon, bah, c'est super. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que lorsque je recrute quelqu'un, j'ai intérêt à prendre le meilleur à ce poste ? Ou est-ce que j'ai intérêt à prendre quelqu'un dont les qualités humaines ou les compétences vont venir multiplier ou multiplier celles des autres ? Je prends un exemple tout simple. Et un peu caricatural, mais qui dit les choses. On va avoir des jeunes loups, ça ne veut pas dire qu'ils sont jeunes, mais on va avoir des jeunes loups qui souvent ont des ambitions très individualistes. Et donc en fait, ils vont plutôt venir additionner leurs compétences, leurs ambitions à un collectif. Et des vieux lions, qui ne veut pas dire qu'ils sont vieux, c'est une posture, ou des vieux singes, qui vont avoir tendance plutôt à vouloir partager leur savoir-faire, apprendre à faire la grimace aux autres. Et donc quand on monte une équipe... C'est pas parce qu'on est un vieux singe qu'on veut partager avec les autres, hein, si je peux me permettre. Bien sûr. Enfin, c'est vrai dans le gouvernement. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais disons que dans mon jeune loup, dans mon vieux singe, c'est moins l'âge qui m'intéresse que finalement la posture du candidat, qui est de dire qu'on a des gens qui viennent avec un projet individualiste et qui vont finalement apporter très peu à l'équipe et beaucoup à eux-mêmes, et d'autres en revanche qui vont infuser leurs compétences, leurs valeurs à un collectif. Et donc ça, c'est intéressant parce que moi, je connais aucun recruteur qui m'ait dit « j'ai pris le moins bon des trois », mais il va apporter plus aux autres. Le recruteur, il finit toujours par recruter celui qui, à ce poste, lui semble meilleur. C'est-à-dire qu'en théorie, on a tendance à vouloir multiplier les compétences, mais en pratique, on les additionne. Mais additionner et multiplier, vous auriez pu rajouter votre analyse, soustraire, parce qu'il y a certains... Ou diviser. Ou diviser. Oui. Parce que vous pouvez recruter quelqu'un qui, pour le coup, va rien vous apporter, même s'il correspond à... Il a coché toutes les cases. C'est vrai qu'on a des profils qui, sur le papier, peuvent apporter la valeur, mais qui vont nuire au collectif. Oui. Mais si on va déjà, même sans aller jusque-là, l'intérêt pour un recruteur, c'est de se demander, effectivement, quand on intègre quelqu'un, indépendamment de sa valeur individuelle, est-ce qu'il va pouvoir pousser les autres dans les matchs de foot, enfin dans les équipes de foot, on appelle ça l'esprit de vestiaire. Est-ce qu'il y a des gens pour animer le vestiaire, tout simplement ? Troisième source d'inspiration, celle-ci elle est intéressante, prendre des risques et ne pas recruter des clones. Alors, juste pour éclairer votre analyse, il y a évidemment le ministre le plus médiatisé, c'est Pape Ndiaye, qui est justement pas un clone du précédent. Alors justement, il est diamétralement l'opposé. Alors, il est un exemple, mais si on regarde bien dans tous les gouvernements, il y a toujours des mains tendues, des ouvertures à gauche ou à droite, des gouvernements d'union. Il y a toujours la tentation, contrainte, hein, mais en tout cas, il y a toujours dans les constitutions de gouvernement des mains tendues sur des profils qui ne sont pas forcément uniquement de fidèles lieutenants. Et ça, je crois que c'est une belle leçon qu'on doit prendre dans le secteur privé en matière de recrutement, parce que je connais moi très peu de recruteurs qui prennent avec bienveillance l'idée d'intégrer un profil en reconversion, quoi qu'on en dise, un débutant ou un profil qui pourrait potentiellement être contestataire. C'est-à-dire que ce qui est maintenant l'usage, qui a toujours été l'usage dans la constitution de gouvernement, n'est pas du tout une pratique du secteur privé. Or, on voit bien que si on prend... quelques minorités qui en leur temps furent des innovations, Simone Veil, Teddy Riner ou d'autres, on a bien eu raison d'intégrer des profils qui n'étaient pas forcément dans le sérail à l'époque, et peut-être même qu'aujourd'hui, dans le gouvernement, dans la diversité des profils qui sont intégrés, on a de futurs profils. Alors Teddy Riner n'est pas encore ministre, hein. Non, mais il a été ou je me trompe ? Non, il a jamais été j'ai ministre. confondu avec Douillet. Douillet ou le boxeur Mormec. Ou Mormec. Voilà, mais peut-être que vous avez des informations j'ai sur peut-être des infos. Teddy Riner. Oui, si on pas annoncé. Non, il n'a pas été annoncé. Je ne voudrais pas lancer. Voilà, parce que nous, ici, on n'a pas d'infos. Parlons de Douillet plutôt. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des profils qui sortent un peu du sérail et qui finalement, avec le temps, se révèlent avoir apporté beaucoup de valeur. Et donc, effectivement, le secteur privé le fait très très peu, parce qu'évidemment, il a peur de se tromper et que dans la constitution d'un gouvernement, on est un peu contraint de le faire pour des raisons politiques. C'est quelque chose d'assez intéressant, l'idée d'ouverture à des profils un peu différents. Et on peut imaginer que ça simplifie pas les réunions gouvernementales. Hein. Entre eux, j'imagine qu'on ne sait pas tout, mais que c'est pas facile d'avoir des anciens de l'opposition dans des réunions intergouvernementales, de la même manière que quand on prend des profils un peu différents dans une entreprise, les réunions d'équipe sont pas forcément facilitées. En revanche, on voit bien ce que ça peut apporter de diversité. Donc, si je synthétise, il y a l'intérêt supérieur de l'organisation, il y a les synergies qu'on peut créer entre les équipes, et puis il y a l'ouverture des profils, qui sont 3 éléments dont le secteur privé devrait s'inspirer dans les bonnes pratiques d'un constitution d'un gouvernement. Merci pour cette analyse qui colle effectivement à l'actu et qui est très nourrissante. Peut-être que le gouvernement ou Elisabeth Borne a eu le temps de regarder votre chronique. Thierry Bismuth, fondateur du réseau Odyssée RH. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée. Merci en tout cas de l'avoir partagée avec nous. Merci à vous, merci à tous nos invités qui ont partagé ce moment. Merci à toute l'équipe. Merci à Mani pour la réalisation, évidemment. Merci à Mickaël pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Lily. Merci à vous pour vos messages, vos réactions et votre fidélité, bien sûr. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.